Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé sur Be-Smart for Change. La prévention est-elle enfin en train de prendre le pas sur le curatif? Maladies chroniques, cancer, santé mentale, vieillissement, dans tous les domaines, les professionnels s'accordent, mieux vaut prévenir que guérir. Pourtant, en France, la médecine préventive reste sous-exploitée et souvent à la charge des patients eux-mêmes. Alors, que faut-il pour changer de paradigme? Quels outils, quels modèles, quelles politiques publiques? Pour y répondre, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Pierre-Jean Lamy, biologiste médical, oncogénéticien et directeur scientifique du groupe Innovi. Il y aura aussi l'analyse du docteur Bono. Hervé nous propose cette semaine un regard très direct sur les paradoxes, parfois absurdes, de notre rapport à la prévention. Et puis, la pépite santé du jour, c'est Biosensi. Pour en parler, je reçois Marie Pirotet, CEO de la start-up rennaise. Elle est spécialisée dans la télésurveillance prédictive des maladies respiratoires chroniques, grâce notamment à la création d'un bracelet connecté. C'est parti pour une nouvelle émission. Docteur Pierre-Jean Lamy, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Merci à vous. Je le disais, vous êtes biologiste médical, oncogénéticien et vous dirigez la stratégie scientifique du groupe Innovi, un acteur clé de la biologie médicale en France. Depuis plusieurs années, vous portez une conviction forte. Notre système doit passer d'un modèle curatif à une médecine fondée sur l'anticipation et la détection précoce des risques. On parle beaucoup de prévention, mais très peu du rôle central que peut jouer la biologie médicale. Concrètement, quelles innovations permettent aujourd'hui de mieux prévenir certaines pathologies? Merci pour cette introduction. Oui, en effet, la biologie médicale, c'est 70% du diagnostic, mais 70% du diagnostic qui est souvent réalisé au moment des symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on utilise relativement peu la biologie médicale en amont, là où on pourrait prévenir, comme on l'a dit, plutôt prévenir que guérir. Donc la conviction chez Innovi, c'est effectivement d'essayer de remonter en fait ces lignes d'utilisation de la biologie. Il y a de nombreux tests. On a aujourd'hui de l'innovation avec l'utilisation de marqueurs multiples, l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. On peut avoir la génétique aussi. Toutes ces innovations peuvent nous permettre effectivement d'aller plus vers ce qu'on appelle le dépistage. Et de quelle pathologie s'agit-il exactement? Ce sont les maladies chroniques? Oui, alors beaucoup, parce que les maladies chroniques aujourd'hui, c'est ce qui explose. Le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, on pourra en parler. Et puis, on a aussi des maladies comme les maladies sexuellement transmissibles, qui sont aussi en pleine recrudescence et qu'on détecte souvent aussi au moment du diagnostic, alors que pour certaines, elles sont silencieuses et elles sont transmises durant cette période de silence. Donc là, c'est important. Donc, on a mis en place aujourd'hui, avec d'ailleurs l'assurance maladie, un programme de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, VIH pour tout le monde, et puis aussi pathologies plus particulières, hépatite B, chlamydia, gonorrhée, pour les moins de 26 ans, sans ordonnance. C'est-à-dire l'objet aussi, c'est de faciliter en fait l'entrée dans ces tests pour les patients, sans être obligé de prendre rendez-vous, de consulter. Quand on n'a pas de pathologie, on n'est pas amené forcément à consulter, mais on peut se poser la question et aller directement au laboratoire pour avoir ces résultats. Et donc, s'agissant des MST en l'état, c'est plutôt un succès? Alors là, c'est vraiment un succès parce qu'aujourd'hui, à peu près sur 20 personnes qui viennent, on en dépiste une. Alors, c'est quand même un nombre assez important puisque, effectivement, après, derrière, il y aura une prise en charge thérapeutique et puis éviter des contaminations futures. Et cette approche plus accessible du dépistage sans prescription médicale, notamment, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres champs? Oui, alors en fait... Est-ce que vous pouvez donner des exemples? Oui, tout à fait. On s'est engagé dans deux grands domaines. Bon, l'insuffisance cardiaque. On a tous en tête la personne de notre entourage qui fait un infarctus aux alentours de 50 ans. Pas de signe préalable, rien. Tout à coup, la catastrophe. Alors bon, peut être sauvé ou pas, mais ça va dépendre. Ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on dépiste très très mal les pathologies cardiaques.
Et donc, on a mis en place un travail, particulièrement dans le sud de la France, là où est né Innovi, sur le 34, dans l'Hérault, pour proposer à des patients qui sont en consultation dans les établissements de soins un test rapide, avec le résultat en 10 minutes. On analyse la molécule qui s'appelle le proBNP, qui est un marqueur d'insuffisance cardiaque. Et on l'a proposé, on a fait cette première campagne avec 800 patients. 70 ont été détectés avec une insuffisance rénale cardiaque, Ouais. frustre. Donc c'est vraiment un succès et c'est quelque chose qu'on va réitérer, mais on ne va pas se limiter simplement au dépistage, on va aussi aller vers l'accompagnement, parce que dépistage, c'est bien, c'est mettre en place aussi... Oui, il y a le parcours de soins ensuite. Voilà, On y un changement de vie, tout simplement. Hein. Mm. Peut-être diminuer le poids, moins manger de sel, traiter l'hypertension sous-jacente, etc. Et ça, on va l'accompagner et on va continuer aussi donc, le suivi par les marqueurs biologiques. Et donc, ce sont des pathologies qui pourraient bénéficier d'un dépistage systématique. Alors, le mot systématique, c'est complexe parce que ça veut dire qu'on s'adresse à tout le monde. Est-ce que c'est le cas pour les MST ? Alors pour les MST, oui, c'est ouvert. Hein, et ça ne pourrait pas pour le cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, peut-être qu'il vaut... bon, c'est quand même assez complexe à mettre en place, mais oui, en tout cas, c'est une tendance. Et je pense qu'on peut aussi informer les patients qu'on peut aller dans un laboratoire pour, par exemple, avoir un bilan lipidique. Et un bilan lipidique, un taux de cholestérol élevé, un taux de triglycérides élevé, c'est des facteurs de risque très importants d'une pathologie cardiaque qu'on peut simplement détecter par un simple test. Et ça, c'est très peu fait, finalement. Donc oui, on encourage à ce type de pratique. En France, on ne peut pas accéder librement à son propre ADN, même dans un but de prévention. Est-ce que c'est quelque chose que vous déplorez, vous ? Moi, je suis généticien, donc je pense qu'il faut... C'est normal de border parce que c'est le cas dans d'autres pays. L'utilisation. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, on peut y avoir accès. Je pense qu'en tout cas, il y a une sous-utilisation du potentiel des analyses génétiques en France. On le sait aussi pour les maladies rares, c'est un véritable problème. On a une culture qui est extrêmement restreinte. Hein, on a vraiment envie de très, très contrôler... que certains qualifieront juste d'éthique. Alors, il y a l'éthique, mais je pense qu'on peut quand même avoir une utilisation beaucoup plus large et en respectant l'éthique. L'éthique, c'est ce qu'on en fait après. Ne pas vouloir savoir, c'est finalement se créer un handicap complètement artificiel. Aujourd'hui, on peut le lever. Les technologies font que les coûts de séquençage sont quand même beaucoup plus bas. On a accès vraiment à un savoir qui est extrêmement important. Et puis surtout, il y a des possibilités de changer la vie des patients. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un frein à la médecine préventive. C'est un peu un frein à la médecine préventive, mais je pense que ça évoluera. Est-ce qu'il faut s'inspirer pour vous de certains modèles étrangers, justement, à ce propos ? Potentiellement, oui. On sait qu'on est extrêmement en retard. Et d'ailleurs, c'est dans des rapports aujourd'hui sur l'état de la santé en France qui l'ont pointé. Vous avez en Angleterre un nombre de génomes qui se compte par centaines de milliers qui ont été réalisés. Donc, c'est aussi augmenter le savoir, d'avoir pu séquencer donc, toute cette population. Et en France, oui, on est extrêmement en retard. Donc, je pense qu'il y a un retard à... Mais donc, on peut... parce que... Vous participez aussi à l'élaboration de normes pour l'utilisation de l'IA en médecine de laboratoire. Tout à fait. Concrètement, qu'est-ce que ça implique ? Alors là, ça implique de l'éthique aussi, bien sûr. Oui. Mais on a des actes. D'ailleurs, il y a une réglementation européenne qui a été mise en place. On y travaille. Ça, c'est vraiment un cadre. Il faut respecter globalement, finalement, l'éthique de la santé. C'est-à-dire, ce sont des technologies nouvelles. Elles ne doivent pas s'affranchir de ce que l'on sait. Globalement, voilà, ne pas nuire, protéger et être bienveillant. C'est le grand cadre. Et ça, aujourd'hui, en l'état, on est suffisamment armé pour garantir que l'usage de l'IA dans le dépistage biologique soit fiable et éthique ? Alors, fiable, on y travaille, ça c'est, je dirais, le côté technique. Et on a, nous, tout un groupe de travail chez nous qui travaille sur l'IA en biologie médicale, avec des résultats notamment, par exemple, sur le dépistage de l'insuffisance rénale, qui est extrêmement important. Et derrière, oui, on respecte les cadres. Et je pense que quand on donne ces outils et qu'on les laisse dans les mains des médecins, des soignants, eh bien, on est dans ce cadre de respect de la personne et de respect des normes. Les laisser à d'autres serait dangereux. Et ça, on y veille, effectivement. Et aujourd'hui, justement, en l'état, on dit la qualité des données, c'est déterminant. Absolument. Quelles garanties, aujourd'hui, sont mises en place dans vos laboratoires pour que l'IA repose sur des bases solides ? Justement, en fait, on travaille sur nos propres données, dans nos laboratoires. Ce sont donc des données qui sont extraites des laboratoires avec l'accord des patients. Là,
on est absolument sur le respect en fait des accords que peuvent donner les patients pour participer à une étude clinique. Donc ça, c'est un cadre qui est parfaitement défini et qu'on respecte. Et puis, bien derrière, c'est le travail des scientifiques de travailler sur des données qui sont fiables. Et pour ça, on a des data scientists, on respecte absolument tout le développement scientifique. Et justement, un laboratoire, l'IA permet déjà de croiser des marqueurs biologiques pour mieux prédire les risques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, je vous en parlais, là, c'est l'insuffisance rénale. Ouais. On a des marqueurs classiques. On peut doser donc, une molécule qui s'appelle la créatinine pour mesurer le débit de filtration du rein, donc qui est un signe en fait de la bonne santé du rein. On peut ajouter des analyses qui sont des analyses urinaires et faire des rapports entre albumine, présence aussi de sang dans ces urines. Mais on peut aller beaucoup plus loin et analyser globalement des analyses classiques, celles que vous allez faire traditionnellement sur la prescription d'un médecin généraliste, une numération formule et puis quelques molécules autour. Et bien avec ça, on est capable aujourd'hui maintenant de prédire la dégradation de la fonction rénale à 3 ans. Et donc, potentiellement, de mettre en place des mesures d'hygiène et de changement de vie pour retarder le jour où il y aura besoin d'une dialyse. Ces innovations, elles sont puissantes, mais est-ce que les patients ou même les médecins généralistes, ils sont réellement informés ? Ça, c'est un enjeu extrêmement difficile. On a une population d'abord française qui est importante et puis une population médicale qui l'est aussi. C'est vrai que les innovations vont très vite aujourd'hui. Il y a un problème d'acculturation à toutes ces innovations. Donc, il faut communiquer. On est là aussi pour ça. Faire de l'enseignement post-universitaire. Mais les laboratoires, justement, ils ont un rôle à jouer dans la prévention ? Oui, absolument. Qui est sous-estimé ? Oui, moi je pense, oui. Parce que, comme je vous le disais, souvent les tests, on les prescrit au moment des symptômes. L'insuffisance rénale, pour reprendre cet exemple, 30% des patients sont détectés à un moment donné d'urgence. C'est-à-dire qu'ils vont être envoyés le lendemain en dialyse. On pourrait le faire peut-être 10 ans auparavant. Et là, éviter, en fait, et repousser largement le moment où il faudra les mettre sous dialyse, qui est quand même un changement de vie radical. Et dans quelle mesure vous pourriez être des acteurs d'accompagnement, même dans le parcours de soins ? On l'est déjà, parce qu'en fait, comme je disais, les patients sont suivis, et d'ailleurs ils le savent eux-mêmes. Souvent, on leur prescrit au cours de leur pathologie donc, des examens de suivi. C'est-à-dire que vous les orientez vers les bons professionnels. Exactement, on les oriente vers les bons professionnels et eux-mêmes nous font confiance ensuite pour le suivi de leurs patients. Ça, c'est je dirais, de la vie d'aujourd'hui. Mais on peut peut-être aller plus loin en intégrant aussi ces données au dossier médical, en ayant une analyse globale plus complète en fait de l'état du patient et aller détecter peut-être d'autres pathologies qui ne sont pas encore arrivées finalement au moment où on les détecterait de façon clinique. Donc c'est vraiment là l'enjeu de la biologie de demain. Et si vous aviez une seule réforme à recommander pour accélérer ce virage préventif, quelle serait-elle la priorité ? La priorité, c'est quand même le financement, parce qu'avec ça, évidemment, on ne peut pas le faire sans financement. Alors, il y a des programmes de financement qui existent. Je pense qu'il faut les généraliser et peut-être plus globalement inclure dans le paysage médico-économique le coût de la biologie. La biologie est aujourd'hui toujours vue comme un coût, un surcoût, alors qu'en fait, elle peut faire économiser énormément d'argent. Et alors justement, comment les convaincre les décideurs d'investir davantage dans ce modèle ? Alors, on a très peu de médico-économistes en France. Ça, c'est un déficit. Je pense qu'il faudrait développer ces études médico-économiques et puis que le logiciel aussi des décideurs et puis des payeurs, eh bien, soit d'intégrer les tests. Dans la médecine personnalisée, qui est un autre domaine, on a un grand congrès qui se tient en ce moment à Paris sur la médecine personnalisée. De nombreux tests aujourd'hui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie, alors qu'ils débouchent sur l'utilisation de molécules innovantes et qui ont apporté un changement radical, notamment dans le traitement des cancers. Ça, c'est un vrai problème. Donc ça, il faudrait vraiment arriver à aller beaucoup plus vite sur la prise en charge de ces tests pour que les patients puissent y avoir accès et être mieux traités. Merci beaucoup, docteur Pierre-Jean Lamy. Le message est passé. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à l'analyse du docteur Bonneau. Et place maintenant à l'œil affûté de Santé Future, celui du docteur Bonneau. Salut Hervé. Salut Alix. Hervé, on vient de l'expliquer, la prévention a enfin pris son tournant, ou du moins est en bonne voie. Mais toi, tu soulèves pas mal de paradoxes et de contradictions, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle, la prévention médicale, j'adore, c'est formidable, on sauve des vies
Et franchement, je suis très admiratif. Mais je voudrais juste revenir à un petit paradoxe culturel français, n'est-ce pas? On dit donc que c'est une bonne nouvelle. Mais comment on dit en français bonne nouvelle? On dit ça s'arrose, santé, champagne, tout ce qu'on veut, on fait la fête. On parle donc d'alcool. Et l'alcool, c'est un produit dangereux sur lequel la prévention pourrait être plus forte, on va dire. C'est la deuxième cause de mortalité totalement évitable en France. 41 000 morts par an, tout de même. Ce sont des jolies petites villes qui disparaissent, comme Nières, Bastia ou Bayonne. Ça donne la taille quand même du sujet. Avec 45 litres de vin, et je ne parle pas du reste, par habitant en moyenne par an. Évidemment, c'est beaucoup. Mais c'est aussi un secteur économique lourd, 15 milliards de chiffre d'affaires. Et je comprends certains députés, surtout actuellement, ils ne vont pas aller titiller les exploitants vinicoles de leur région. Donc, ce n'est pas le bon moment. Et il y a un deuxième champion qui est souvent associé à l'alcool, mais c'est le tabac. Le tabac, et lui, ce qui m'épate, c'est que c'est pas très rentable, cette histoire. Je me suis dit, bah oui, on laisse les Français fumer parce qu'on gagne 14 milliards d'euros de taxes par an sur chaque paquet de cigarettes. Il y a 90% de taxes. On ne paye pas plein de retraites, donc c'est une autre bonne nouvelle. Presque 3 milliards de retraites non payées. Et néanmoins, on dépense 120 millions pour réparer les dégâts du cancer. Donc le solde est très négatif. Alors je me demande pourquoi on laisse ce poison, parce que c'est quand même à peu près le mot qu'il faut utiliser, en vente libre en France. Eh bien, peut-être, c'est mon explication, parce que c'est un vrai réseau de proximité, les buralistes. Il y en a 23 500, alors qu'il y a moins de 20 000 pharmacies. Donc, le vrai réseau de proximité, c'est eux. Pas de bol, c'est un réseau qui vend de la mort. Et dans ce contexte, que peuvent encore apporter les vaccins en matière de prévention? Alors, les vaccins, énorme progrès. J'imagine qu'on pourrait parler des vaccins qui vont nous protéger des cancers, et c'est vraiment tout à fait formidable. Ce qui m'inquiète, là, c'est l'émergence ou le maintien des vaccinosceptiques. On a quand même en France des intellectuels qui critiquent la vaccination. On a bien vu ça pendant la pandémie Covid. La bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient drivés par deux éminents intellectuels, Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard. Ça, on va dire, relativiser leurs propos. Mais aux USA, c'est terrible, parce qu'ils ont quand même un ministre de la Santé, le Robert F. Kennedy, qui est carrément vaccinosceptique, et qui nous déclare que les vaccins, c'est ça qui donne l'autisme aux pauvres petits-enfants. Le paracétamol aussi, tout ça sur des bases scientifiques extrêmement prouvées. Résultat, un Américain sur 6 ne vaccine plus ses gamins. Et dans l'Idaho, par exemple, il y a moins de 80%, mais vraiment moins de 80% d'enfants vaccinés contre la rougeole, qui fait qu'on a eu des morts récemment. C'est un peu ballot, quoi, on va dire. Et ça n'est pas que aux USA. En Italie, ils ont monté un groupe de travail sur la vaccination avec deux vaccinosceptiques célèbres. Un pédiatre qui est certain que le vaccin entraîne l'autisme et un hématologue qui est persuadé que la vaccination contre la Covid-19 n'a servi à rien. Le groupe a été dissous. Enfin, il a quand même été créé. Tout ça est très bien. Et en Afrique, au Nigeria, j'ai vu que 50% des enfants âgés entre 1 et 2 ans ne sont pas vaccinés contre la polio dans certaines grandes villes du Nord, grandes villes islamistes, parce que c'est Bill Gates, la 5G, et on vient manipuler le cerveau des musulmans. Quand on voit ça, on se dit, on n'est pas vacciné contre la bêtise. Est-ce que finalement, on n'assiste pas à une médecine préventive à deux vitesses? Alors oui, c'est autre sujet qui m'interpelle, c'est qu'on a une médecine avec un check-up formidable pour les chefs d'entreprise. Il faut compter 1 000 à 2 500 euros. Et là, c'est vraiment l'expérience premium. On a un espresso dans un café en cuir et tout va bien. C'est sûr qu'on est un peu loin de la médecine préventive, la médecine du travail, la médecine scolaire, qui a bien des difficultés à s'imposer en France. Donc oui, là, on peut dire que la prévention progresse, mais à deux vitesses. Donc la médecine gratuite basique qui peine à séduire et la médecine peut-être pour les privilégiés qui, elle, semble se développer très bien. Mais bon, mon histoire dans tout ça, c'est que tant qu'on pourra bouffer n'importe quoi, boire jusqu'au coma, fumer en terrasse et critiquer les vaccins, la prévention ne va pas prendre un tournant historique, elle va se prendre le mur. Merci Hervé, de tout point de vue tranché. Docteur Lamy, est-ce que vous êtes d'accord avec ces contradictions que relève Hervé? Je suis 100% d'accord sur l'alcool et le tabac, m'occupant beaucoup de cancérologie, ça c'est évident. Après, c'est extrêmement difficile de modifier les pratiques des gens. C'est toute la limite en fait de notre médecine. On ne peut pas les forcer à. Il faut adhérer en fait à quelque chose, et c'est le problème aussi des vaccins. Il faut adhérer en fait au fait qui nous paraissait une évidence, parce que quand même toute l'histoire des vaccins a montré leur grand succès. Mais bon, aujourd'hui, on a ces gens qui agitent
certains épouvantails. Donc, Mais donc, il y a quand véritable même problème. est-ce qu'il y a un travail aussi culturel, entre guillemets, à faire Il y a un pour que la travail, prévention soit efficace? L'un ne marche pas sans l'autre. il y a un travail d'éducation. Il y a un travail d'éducation à la science. Ça, c'est vraiment ce qui manque aussi beaucoup dans nos pays. Je dis, la science avance beaucoup, très très vite, mais les mentalités, elles traînent un peu derrière. Donc, il faut arriver à faire effectivement que les gens adhèrent. Et pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent. Donc, il faut vulgariser. Merci beaucoup, docteur Pierre-Jean Lamy, biologiste médical, oncogénéticien et directeur scientifique du groupe Innovi. C'est l'heure de la pépite santé. Et on termine avec la pépite santé. Hervé est toujours là, fidèle au poste, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie Pirotet, CEO de Biosensi. Bonjour Marie et bienvenue. Bonjour. Vous êtes à l'origine de Biosensi, donc qui s'attaque à un enjeu énorme, mieux prendre en charge les pathologies respiratoires chroniques grâce à l'IA et au suivi prédictif à distance. Je ne me trompe pas? C'est exact. Concrètement, votre solution repose sur un bracelet connecté, une plateforme de télésuivi et un algorithme prédictif. C'est tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur son fonctionnement, s'il vous plaît? Alors, je vais d'abord préciser un point, c'est qu'en fait, on traite les insuffisants respiratoires, mais les patients atteints d'une pathologie en particulier, qui est la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie qui est assez peu connue, qui est pourtant la 4e cause de mortalité mondiale. Il y a pas loin de 500 millions de patients dans le monde, 3,5 millions en France. Et un des enjeux majeurs de cette pathologie, qui est un enjeu de santé publique, est la dégradation de la santé du patient, qu'on appelle une exacerbation. Excusez-moi, j'ai un petit virus, donc pardon. C'est bien, ça illustre bien le... Ouais, heureusement pour moi, c'est pas chronique. Donc, les exacerbations, ces crises, en fait, engendrent des hospitalisations en urgence et elles ont surtout des conséquences dramatiques, puisque le taux de mortalité 1 an après la première exacerbation sévère est de 26%. Et en fait, c'est pour répondre à cet enjeu que nous avons voulu créer Biosensi avec mon associé Yann Le Guillou, en se disant qu'on souhaitait apporter une solution de médecine prédictive qui permette de anticiper ces crises, d'annoncer le risque d'exacerbation pour laisser le temps aux médecins d'adapter le traitement et d'éviter l'hospitalisation et les conséquences associées. Pardon, mais pourquoi elle est si peu connue, cette Alors ça, c'est je vais pas pathologie, pouvoir si elle tout est si, vous dire. non, mais si elle est si je sais, honnêtement, répandue. je sais pas trop. C'est une maladie qui est liée au tabac dans 80% des cas. D'accord. Le Donc, il y a un résultat, c'est facteur, souvent les maladies professionnelles. C'est une maladie un peu honteuse et qui a aussi, à une époque, été mal enseignée, tout simplement, dans les facs de médecine aussi. Enfin, Il y a peut-être une forme de et ça dyspnée. passait beaucoup sous des bronchites chroniques, etc. Donc, voilà, on a identifié un peu mieux. Enfin, la science avance, mais effectivement, c'est malheureusement assez peu connu. Et alors, pardon, Donc, je vous ai dit tout ça, mais je ne vous ai pas répondu à la question. Oui. Voilà. Donc, pour pouvoir apporter cette solution de médecine prédictive, en fait, on a un bracelet qui mesure les signes vitaux du patient. Donc, on mesure la fréquence respiratoire, le rythme cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang. Et basé sur ces signes vitaux, en fait, on calcule chaque heure un score prédictif qui permet de mesurer le risque d'exacerbation et de prévenir le médecin. Et donc, nos études cliniques démontrent qu'on est capable de prédire, grâce à notre algorithme basé sur l'intelligence artificielle, donc 86% des cas, en moyenne, 4 jours avant l'hospitalisation et jusqu'à 7 jours avant. Donc, ça peut même empêcher l'hospitalisation, la prévenir. Le fait de prévenir, en fait, permet au médecin d'adapter le traitement et il peut éviter l'hospitalisation. Et s'il n'arrive pas à éviter l'hospitalisation, le fait d'anticiper, il va à minima diminuer la durée d'hospitalisation et les conséquences sur la santé du patient ensuite. Rien que le coût en France des hospitalisations liées à cette pathologie, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc en ce moment, on cherche quelques économies. Je dis comme ça. On va pas faire trop d'actualité peut-être, mais effectivement, il y a l'enjeu de santé pour la santé, dont je vous ai parlé avec le risque de mortalité, mais aussi tout simplement des économies en fait très conséquentes à réaliser. Est-ce que ça transforme aussi directement les pratiques des professionnels de santé? Oui, en fait, nous on a une solution digitale avec notre plateforme qui permet de s'insérer dans tous les parcours de soins parce qu'on est très flexible, mais ça nécessite, c'est une transformation du parcours parce que le patient, aujourd'hui, il ressent les symptômes, il va aux urgences, il est traité, il est hospitalisé parfois dans 12% des cas en réanimation.
Nous, ça nécessite d'avoir un parcours une cellule de télésurveillance qui va suivre les données, parce que le médecin n'a pas forcément le temps. Donc, il y a une infirmière ou un kiné, etc., qui regarde les données, qui alerte le médecin et qui, quand il y a justement cette alerte, que les symptômes sont confirmés, etc. Donc, c'est un nouveau parcours et c'est effectivement... Et c'est ce qui est un peu compliqué, c'est de changer la pratique des médecins avec ces innovations et de passer à un mode prévention. C'est bien ça tout le sujet. Hervé. Oui, moi j'ai une question. J'adore votre invention et c'est formidable. C'est juste pour l'accès au remboursement, parce que ça va exploser le jour où tous les médecins pourront prescrire largement votre solution. J'arrive pas à comprendre comment vous allez pouvoir faire une étude de supériorité ou de non-infériorité versus un traitement de référence qui n'existe pas. Donc c'est là où j'ai une question. Comment vous allez faire pour démontrer l'intérêt, pas médico-économique, mais médical de votre solution? On a une étude qui est en cours actuellement. C'est une étude contrôlée randomisée multicentrique. Alors, pardon pour le terme un peu technique, mais concrètement, il y a 2 bras dans cette étude. Un qui est en soins courants et l'autre qui est avec notre solution de télésurveillance. Et on va mesurer entre les deux le nombre de jours d'hospitalisation qu'on a évité grâce à notre solution prédictive. Et donc là, on démontre un vrai bénéfice et un impact sur la morbidité des patients, sachant qu'on a déjà une étude qui a démontré un impact sur la qualité de vie uniquement par la télésurveillance. En fait, les patients c'est des patients qui sont plutôt âgés, souvent isolés, les 2/3 en zone rurale. Et donc, ils se sentent rassurés par le port du bracelet, le fait de savoir qu'il y a un professionnel de santé qui regarde en fait sur la plateforme comment ils vont. Et dans 95%, ils sont rassurés, ce qui fait qu'on a un très beau taux d'observance sur le bracelet, puisqu'ils le portent dans 86% du temps, la nuit, le jour, etc. Ce qui permet vraiment aux médecins d'avoir des données en vie réelle, vraiment représentatives de l'état de santé du patient dans son quotidien et à domicile surtout. Merci beaucoup Marie, c'est déjà la fin. Merci d'avoir répondu présente. Marie Pirotet, CEO de Biosensi. Merci à toi Hervé, on se dit à dans 2 semaines. C'est déjà la fin de cette émission. À bientôt sur Be Smart for Change.